Moi, je suis ravi de vous recevoir tous pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous, le secteur, dans 5-10 ans. Donc on va essayer de faire un petit exercice prospectif tous ensemble. Alors pour vous poser un peu les bases, on a articulé notre très longue préparation de table ronde autour de 3 thématiques. On va parler dans un premier temps de distribution et de front au sens large, et ensuite on va aller évidemment sur le back, sur la gestion et comment on peut se projeter dessus, et puis ensuite on va essayer de voir les incidences en interne et notamment au sein des grands groupes. Donc avant de démarrer, on va faire un petit tour de table, un long tour de table, parce que vous êtes nombreux, pour vous présenter un petit peu, et puis la société que vous représentez. Julien, vas-y, je te laisse. Bonjour à tous, donc Julien Jacquemin, je suis CEO de Gédéon. Alors Gédéon, c'est une start-up qu'on a créée il y a à peu près 2 ans, qui était basée sur un back-office qui a 2 ans de plus, qui s'appelle Caribou Gestion. Et chez Gédéon, on s'est donné une mission assez simple, c'est qu'on veut redonner du souffle à la retraite des Français. Alors on tente le bouche à bouche et tout, mais on a des meilleures techniques que ça. Vaste sujet, surtout en ce moment. L'idée, c'est qu'on propose des PER digitaux, donc PER d'entreprise et très prochainement PER individuels. On les met dans une plateforme full digital qui agrège beaucoup de data, une vision 360 degrés retraite des bénéficiaires, etc. Et enfin, on opère nous-mêmes notre back-office, ce qui nous différencie pas mal de nos amis startups qui font du PER, puisque c'est nous qui gérons l'ensemble des opérations, depuis le prélèvement des cotisations jusqu'au passage d'ordre d'investissement, en passant par la liquidation de retraite, le paiement des rentes, des charges sociales, des impôts, le dossier de décès. Enfin voilà, on part pour une relation de long terme ensemble, et c'est ce qu'on fait chez Gédéon. Merci. Jacques-Olivier Chat, je suis le CEO d'Xpolens. Xpolens, on est une grosse boîte de Lego, de moyens de paiement en fait. On sait faire tout type de fonctionnement, que ce soit du SEPA, que ce soit de la carte digitale, du prélèvement. Et donc aujourd'hui, on vient bouleverser l'UX, l'expérience utilisateur des gens, notamment dans le domaine de l'assurance, en permettant justement que ce soit au moment du paiement de la prime, que ce soit au moment du sinistre, et on sait que c'est toujours là où la relation est toujours un peu la plus tendue, ou que ce soit au moment du recouvrement, qui est aussi une partie jamais très simple, on va pouvoir amener des expériences utilisateurs qui sont bien plus fluides et bien plus agréables qu'avant. Merci beaucoup. Christophe ? Bonjour à tous, donc Christophe Bourguignac, cofondateur et directeur technique de Zelros. Donc Zelros, on est une technologie, un moteur de recommandation qui aide les acteurs de l'assurance et la banque assurance à être plus proactifs et personnalisés dans leur devoir de conseil, que ce soit sur le canal digital ou sur le canal agent face à face ou par téléphone. Donc on aide les conseillers à monter en compétences plus rapidement. On augmente également les taux de conversion ou les taux de multi-équipement sur tout type de produits de protection, que ce soit vie ou non-vie. Et on travaille aujourd'hui avec une vingtaine d'acteurs, assureurs, banques assureurs et mutualistes. Merci beaucoup, Christophe. Juste avant de laisser la parole à Virgile, vous pouvez venir, il y a encore des places devant. Je crois que vous êtes tous debout au fond, mais n'hésitez pas à venir vous installer, il y a de la place devant. Virgile, à toi de jouer. Donc, bonjour à tous, moi c'est Virgile Delporte, je suis cofondateur et président de Testamento. Chez Testamento, on pense que l'assurance de personnes et le coaching patrimonial devraient être accessibles à tous. Donc ce qu'on a développé, c'est des suites logicielles, une plateforme technologique qui aide les banques assureurs à mieux accompagner leurs clients sur ces sujets, parler des sujets pas toujours très simples, pour pouvoir développer le business et en même temps leur conformité. On équipe un peu plus de 10 000 conseillers en France avec nos solutions. Merci Virgile. Marie-Laure ? Bonjour, Marie-Laure Saillard, donc je suis le CEO de Monetrack. Monetrack, on est une plateforme de paiement sécurisé et digitalisé évidemment. Et donc ça permet quoi, Monetrack ? Ça permet à une institution et une entreprise de verser de l'argent à des individus qui ensuite vont le consommer, le dépenser dans un univers de partenaires référencés. Donc nous, on apporte des solutions principalement à l'assurance santé. Aujourd'hui, on apporte des solutions partout où il n'y a pas du tiers payant. Alors ça peut paraître idiot, mais en fait, il y a 19 milliards d'euros de dépenses chaque année où il n'y a pas de tiers payant ou alors le tiers payant est inopérant. Et donc, on permet de simplifier ça. Donc, à la fois, on simplifie pour le professionnel de santé, et ça, ils adorent parce que le tiers payant, en général, ça leur file des boutons. Donc là, ils sont payés en temps réel par un virement unique à chaque transaction.
Ça simplifie la vie de l'assuré puisqu'il n'a plus l'avance de frais à faire. Et donc, dans ces moments où on parle beaucoup de pouvoir d'achat et où on challenge énormément les dépenses de santé, là, dans le cadre du PLFSS, il y a des gros sujets d'actualité pour les assureurs. On l'a vu hier. On l'a vu hier, absolument. Et puis, pour les assureurs, chers assureurs, nous, on essaye de vous apporter la proposition de valeur qui est de dire on va vous réduire vos frais de gestion et on va réduire aussi les cas de fraude tout en permettant une relation digitalisée avec vos assurés. Merci beaucoup. Après la fraude, le paiement, on va parler cyber un petit peu. Yes, donc moi je ne suis pas CEO, mais je travaille chez Stoic. Voilà, je gère les équipes de distribution pour le marché français. Et Stoic, on a un produit d'assurance cyber distribué par des partenaires, donc courtiers, agents généraux, banquiers, un peu plus de 800 en France et d'autres aussi en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays. On est 80 collaborateurs, on a levé une 50aine de millions d'euros. Et voilà, donc produit d'assurance cyber avec des caractéristiques innovantes, mais ce n'est pas l'objet de la conversation d'aujourd'hui. On va y venir juste après. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on l'a dit, on a essayé de construire un petit peu cette table ronde en 3 étapes. Si on parle front, distri, relation client au sens large, on peut commencer, alors Virgile, par exemple, sur comment tu vois aujourd'hui, et puis n'hésitez pas à réagir les uns les autres, comment tu vois aujourd'hui, dans 4-5 ans, les éléments clés, en tout cas sur la partie distribution. C'est un sujet que tu traites pas mal. Oui, donc en fait, nous, on a commencé à avoir une transformation déjà depuis plusieurs années, donc c'est effectivement pas nouveau. Je pense qu'on évolue dans le même secteur que Zelrose depuis pas mal d'années. Chez Testamento, on voit des réseaux de distribution qui sont de plus en plus augmentés par des technologies. Donc nous, par exemple, on a co-construit une solution pour aider le réseau de distribution de Generali à mieux vendre l'assurance de personnes. On a co-construit cette solution avec eux. Et si on tire un peu le trait et comment on le voit maintenant, c'est effectivement, ça devient des démarches d'aide à la vente ou le compagnon de tous les rendez-vous. Et comment ça va évoluer ou comment nous on le voit évoluer, c'est que c'est ancré dans la pratique déjà aujourd'hui. Et si on tire le trait, forcément, ça va être encore plus présent parce que la complexité à la fois des produits et des évolutions réglementaires nécessite un compagnon en permanence en fait. Donc si on n'a pas de la donnée quasiment temps réel au moment où on rencontre son client et qu'on lui parle de ses besoins, il y a des éléments nouveaux qui apparaissent tout le temps. Donc si on tire cette dynamique, c'est forcément les réseaux vont être encore plus augmentés qu'il y a quelques années. Et si on n'a pas un outil pour ça, on a des réseaux de distribution moins performants. Merci. Jacques-Olivier, alors sur la partie paiement, on est aux mêmes avancées, au même stade. Vous attendez en tout cas la même chose de ce côté-là ? Aujourd'hui, on considère, nous, que le paiement va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, fluidifier complètement l'expérience utilisateur dans la mesure où tu vas pouvoir embarquer directement ou alors de l'assurance dans le paiement, ou alors du paiement dans de l'assurance. En fait, tu es en capacité de le faire dans les deux sens. Quand on va générer des cartes virtuelles, par exemple, on peut avoir des partenaires qui vont nous dire, tiens, on peut mettre tel type ou tel type d'assurance directement embarqué dans telle typologie de carte, et puis faire de l'upsell sur nos clients, puisque Xpolens crée aussi des néobanques, hein, si la CPR était là, il me taperait sur les doigts, mais on a une capacité à pouvoir créer des comptes avec des cartes et faire en sorte que les utilisateurs puissent directement embarquer un certain nombre de produits, ou à l'inverse, nous permettre, nous, d'aller nous embarquer directement dans un certain nombre de produits d'assurance. Si je prends l'exemple de l'assurance crédit, de pouvoir automatiquement être en capacité de détecter quand il y a un sinistre. C'est le genre de choses qu'on peut faire parce qu'on fait du temps réel, hein, comme le disait Virgile, et parce qu'on est en capacité, avec des API, de fournir directement les données. Merci. Alors, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, c'est vrai que dans la relation client, ça permet l'autonomie, puis ça permet. Les produits d'assurance sont toujours extrêmement complets. Là, on représente plusieurs métiers de l'assurance et plusieurs domaines. Et donc, moi, je crois que ce que ça va aussi bouleverser dans l'expérience utilisateur, c'est la simplification et la compréhension des règles, en fait. Et ça, c'est essentiel, me semble-t-il. Et du coup, ça va, on l'espère, améliorer la qualité de la relation aussi globalement entre les assureurs et tout citoyen que nous sommes, où à chaque fois, on ne comprend rien de ce qui se passe. Et du coup, on a plutôt un rejet. Voilà. Rejet de l'assurance, ouais.
Et sur la partie épargne, sur la partie... oui, je te regarde. Du coup, on fait un peu le tour, hein, mais effectivement, sur toute cette partie personnalisation de la relation client. Et finalement, puisque c'est un exercice un peu prospectif, et j'aimais bien l'intervention tout à l'heure de Gilles de Récital, juste avant, qui disait il n'y a pas que l'IA générative. Évidemment, c'est le buzzword un peu... ça fonctionne par 2-3 ans en ce moment, c'est l'IA générative, mais on voit qu'il y a toutes les technos. Et donc, si on se projette à 4-5 ans, et notamment sur la relation en épargne retraite que tu vois aujourd'hui, comment est-ce que tu te projettes? C'est vrai que nous, on a tout de suite travaillé sur une personnalisation de la relation, puisqu'on collecte à l'onboarding beaucoup de data sur le bénéficiaire pour lui faire des simulations de retraite, pour lui synthétiser tous ses contrats d'épargne retraite qu'il a par ailleurs. Et donc, immédiatement, on lui parle à lui et pas d'une manière générique. Avant même qu'il ait de l'épargne, d'ailleurs, on est capable de le faire onboarder et de lui faire toutes ces simulations-là, et il aura de l'épargne le jour où il aura eu un bulletin de paye, une DSN, ou il aura fait un versement. Donc, on a vraiment mis ça tout de suite en lumière. Ensuite, on travaille beaucoup en ce moment sur toute la connexion de nos outils de back-office avec l'IA générative, du LLM, etc. À la fois pour faciliter la fraude, contrôle, documents, etc. Mais ça, c'est juste du gain de temps pour nos gestionnaires. Et également pour préparer automatiquement des séquences de mails, des rédactions de choses qui sont standards, des questions. On bosse sur un chatbot qui permet à nos gestionnaires de poser des questions retraite. Vraiment retraite, tu vois. Et si tu poses des questions retraite à ChatGPT, tu as des réponses qui sont à peu près retraite, mais comme beaucoup de choses, c'est pas très précis. Donc on l'a entraîné avec notre ingénieur IA pour faire monter le chatbot en compétences. Avant de mettre ça devant un client, on s'est dit qu'autant de le mettre. Ouais, on va tester un peu sur nos équipes et tout ça, mais ça permet déjà d'apporter pas mal de réponses à un premier vernis. Et c'est vraiment ça l'idée. On se dit qu'en améliorant tous ces process, tous ces temps, même pour les développeurs qui sont tous augmentés avec des copilotes ou autres, en fait, on arrive à monter en valeur ajoutée les interventions faites par nos équipes qui finalement sont plus heureuses de travailler comme ça et qui apportent des meilleurs conseils à nos clients et en tout cas ont plus de temps pour leur donner les bonnes réponses plutôt que de gérer des trucs volumiques comme checker les cartes d'identité ou je ne sais. Enfin, voilà, donc c'est vraiment ça l'idée pour nous, c'est plutôt d'augmenter notre capacité et pouvoir mieux travailler le client derrière. En fait. Top. Non, très bien. Et alors justement, je vous ai pas oublié, je vois Christophe, Tristan, on t'a parlé de la fraude notamment et des éléments sur la gestion et sur le back-office. Si on en dit un petit mot dessus, alors Christophe, si tu veux peut-être commencer, mais on voit que c'est un sujet énorme aujourd'hui chez nos assureurs. On voit qu'il y a énormément de choses qui sont faites aujourd'hui. Comment est-ce que tu te projettes sur ce traitement, en tout cas de la fraude au sens large, sur l'ensemble de nos chers assureurs? Oui, non, évidemment, les assureurs, par la réglementation, l'aspect transactionnel, ont énormément effectivement de processus à gérer en back-office. Jusqu'à présent, c'est l'humain effectivement qui traite ça. Une petite statistique, hein, rien qu'aux États-Unis, je ne crois pas me tromper, mais dans les 15 ans à venir, c'est la moitié des travailleurs du monde de l'assurance qui vont partir en retraite. Donc c'est 400 000 personnes qui vont partir en retraite. Donc l'enjeu, c'est comment finalement qu'une nouvelle génération adopte cette industrie, hein, une nouvelle génération qui a sûrement un certain savoir-être, mais comment leur inculquer un savoir-faire également et créer des vocations. Et ça passe forcément par la technologie, par l'automatisation des tâches que personne ne veut faire. Et par contre, un outillage pour accélérer la montée en compétences. Et donc sur le back-office, effectivement, on sent bien les intérêts de ces automatisations. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on observe, je pense que la frontière front-office, back-office, qui existe encore, dans le futur va complètement... les frontières vont complètement évoluer, puisque finalement, si on y réfléchit bien, si on met l'assuré ou effectivement le client au centre de tout ça, il n'y a plus de notion de front, de back, mais il y a vraiment une attention authentique, personnalisée et proactive à tout moment de la relation. Donc voilà les deux enjeux que je vois, formation de la nouvelle génération, et ça va se faire avec des copilotes et des assistants, et puis cette élimination des frontières et de ce silotage qui est réellement inutile. Marie-Laure, tu voulais ajouter quelque chose sur la partie fraude que tu connais bien aussi? La conférence de tout à l'heure disait il ne faut pas penser qu'il y a générative, et tu vas dans ce sens aussi. Alors moi, je vais défendre un tout petit peu nos technos chez Monetrack aussi. Nous, on a des technos blockchain, et donc qui ont eu très bonne presse, qui ont eu très mauvaise presse, mais c'est des courbes d'innovation en fait. Donc maintenant, c'est tout, il faut trouver les bons cas d'usage. Et nous, chez Monetrack, avec notre système de paiement, du coup, on est en train de travailler aussi à sécuriser un certain nombre de cas de fraude.
Les techno blockchain, elles ne vont pas remplacer les IA, bien sûr que non. Et d'ailleurs, chaque cas de fraude aussi a ses dispositifs en fonction du montant, du volume, de tout un tas de choses. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans la blockchain comme apport en complément de ce qui existe, c'est 2-3 choses. La première chose, c'est qu'une blockchain, ça permet de mobiliser des acteurs autour d'un process. Et aujourd'hui, tu parlais du front et la différence, enfin, la frontière qui s'efface, mais dans les process, on oublie toujours qu'il y a le patient aussi, qui peut aussi contribuer à réduire les fraudes, en tout cas à lutter contre la fraude, même s'il y a aussi des cas de fraude où c'est le patient qui a l'initiative. 80% des cas de fraude, c'est quand même à l'initiative du professionnel de santé. Donc ça, je trouve que c'est un des premiers intérêts pour travailler sur la réduction des coûts de gestion et la réduction des fraudes, c'est de se dire, est-ce qu'avec la blockchain, on ne pourrait pas intégrer le patient aussi dans nos dispositifs? La deuxième chose, c'est que avec la blockchain, on peut mettre en place aussi, alors bien sûr c'est très important de replacer la décision des gestionnaires et c'est très important de ne pas tout automatiser, mais en revanche avec la blockchain, il y a sûrement des points de contrôle qu'on peut automatiser avant les paiements. Et la troisième chose que je trouve aussi intéressante dans les technologies blockchain, en complément de tout ce qui est en train de se monter, parce que ça représente quand même plus de 2 milliards d'euros par an les fraudes en santé, c'est aussi tout ce qui va permettre d'authentifier, de certifier les individus des filières et aussi les dispositifs médicaux, parce qu'on parle beaucoup de l'explosion des fraudes en santé depuis le 100% santé avec les audioprothèses notamment, mais tout ce pan-là aussi des dispositifs médicaux, c'est des choses sur lesquelles la blockchain peut apporter un autre regard sans surcharger les coûts de gestion, mais en allégeant justement les gestionnaires et en réduisant les coûts de gestion. Donc voilà un petit peu nous ce sur quoi on travaille aussi en ce moment, parce que simplifier le paiement, ça veut dire aussi rassurer les assureurs sur le fait qu'ils peuvent payer en fait. Et du coup, effectivement, on a vu la fraude, et si on parle un petit peu cyber, qui est aussi un gros sujet du secteur, alors on voit qu'il y a de plus en plus d'ailleurs d'acteurs qui se positionnent dessus. Stoic est un très gros acteur aujourd'hui du marché. Comment est-ce que tu perçois déjà la cyber et l'impact des technos dessus aujourd'hui, et si tu avais une baguette magique dans 4-5 ans, quelque part, quelle incidence ça aurait sur le secteur de la cyber, pardon. Ouais, donc l'assurance cyber, son importance, elle est assez linéairement corrélée avec la dépendance qu'ont les organisations à leur informatique. Voilà, donc on a de beaux jours devant nous, et la technologie, c'est à la fois une force, on en a beaucoup parlé, et ça peut devenir un risque aussi quand on en devient dépendant. Voilà. Et aujourd'hui, peu d'organisations n'en sont pas dépendantes. Il faut simplement s'imaginer dans les entreprises où vous travaillez, ce qui se passe si demain, en arrivant, la boîte mail ne marche pas, les outils que vous utilisez au quotidien ne marchent pas. Il est assez probable que vous ne puissiez rien faire. Parce que dans le service, sans informatique, on fait globalement rien. Voilà. Donc, il y a du risque qui est associé avec aussi toutes ces belles choses. Et pour répondre à la question un peu des transfos, on peut y répondre de notre côté à 3 niveaux. La première question intéressante, c'est pourquoi est-ce que des assureurs passent par une société comme nous, qui n'existait pas il y a 3 ans, pour adresser le marché de l'assurance cyber? La réponse, elle a beaucoup à voir avec la technologie et ce qu'on est capable de créer, avec lequel eux ont peut-être plus de mal. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que nos partenaires, courtiers, agents banquiers, viennent se fournir chez nous et pas chez des assureurs traditionnels, ou en parallèle de ce qu'ils font avec les assureurs tradis. Je pense que la réponse, elle a beaucoup à voir aussi avec la technologie, avec ce qu'on leur permet de mieux faire, de faire plus vite, etc. Et le troisième niveau, c'est entre ces partenaires et leurs clients. Pourquoi est-ce que quand un de nos partenaires, courtier, agent banquier, présente plusieurs devis, pourquoi est-ce que le nôtre remporte souvent la mise? Et à nouveau, ça a beaucoup à voir avec la technologie. Voilà, donc si on fait un peu toute la chaîne alimentaire, à tous les étages, nous, dans l'assurance cyber, on voit la technologie qui joue un rôle majeur. Et donc, pour répondre peut-être à ces 3 niveaux, je vais juste prendre le second, qui est pourquoi est-ce que des partenaires de distribution se fournissent chez nous. Et on va prendre un exemple qui est celui de la souscription. Aujourd'hui, imaginons, vous êtes un agent général à Cavaillon et vous avez un client qui vous demande de l'assurance cyber. Il est fort probable que vous n'y connaissiez rien. Et c'est normal parce que vous avez beaucoup de produits en parallèle, beaucoup de choses à traiter, et il est impossible d'être spécialiste de 10-20 produits. Et donc nous, cet agent va lui permettre d'étudier sans questionnaire de souscription, simplement en faisant tourner des outils qu'on a créés nous et qui vont nous donner le niveau d'information dont on a besoin pour souscrire un risque. Voilà, donc en fait, ce qu'on propose nous au marché, c'est une approche dans laquelle nos partenaires connaissent leurs clients et ça suffit. Nous, on apporte tout le reste et simplement leur connaissance de leurs clients suffit pour
avancer sur le cyber. Voilà. Merci beaucoup, Tristan. Et pour conclure sur cette partie encore d'actualité, un peu gestion de la relation client et traitement, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Julien, Jacques-Olivier? Ouais, allez, on avance, ça marche. Donc effectivement, on a essayé de regarder un peu l'impact des technologies et ce que les acteurs pouvaient apporter à la fois aux grands groupes et aux clients final de manière générale. Maintenant, il y a un impact. On a commencé à en parler un petit peu sur les populations des compagnies d'assurance. Christophe l'a noté notamment avec de gros départs en vacances. C'était aux États-Unis, hein, c'est ça? Ouais. Bon, j'imagine que oui, j'imagine qu'on peut faire le transfert aujourd'hui.